Bonsoir, bienvenue dans votre podcast historique et politique. Aujourd'hui, je vais vous parler de la démocratie en Amérique du Nord. On va mélanger l'approche historique et l'approche politique avec beaucoup de termes, beaucoup de définitions pour comprendre comment fonctionne le système politique. Alors, c'est parti! Il y a des parallèles entre les États-Unis et le Canada qui est plus proche du régime britannique, même si le Canada est vraiment ressemblant au régime parlementaire du Royaume-Uni. Aux États-Unis, c'est présidentiel, c'est pas semi-présidentiel, mais il y a des points communs, comme le fait que les deux États sont des États fédéraux. Donc là, on va parler un petit peu des États-Unis. C'est inspiré des Britanniques, même si c'est pas monarchique. La Constitution américaine est une des plus anciennes, 1787, très stable, elle a été amendée, la souveraineté populaire, mais l'idée qu'il faut la circonscrire et donc la limiter. Il y a l'impact du vote qui est limité avec des institutions, un président et un Sénat élus au suffrage indirect. En 1913, le Sénat passe au suffrage universel, un président qui a peu de pouvoir et un congrès est premier dans la Constitution au niveau de l'ordre des articles. Il y a une méfiance à l'égard du principe de majorité car c'est des États indépendants qui créent un État, c'est pour ça que le Sénat a beaucoup de pouvoir. Le régime politique américain est fondé sur le principe de l'équilibre des pouvoirs, check and balance, l'interaction entre législatif, exécutif et judiciaire. L'exécutif est monocéphale, la doctrine française du régime présidentiel. Mais c'est pas un régime présidentiel en France, hein. On a l'omnipotence du président, mais c'est semi-présidentiel, hein. Mais c'est quand même très inspiré des idées de la Révolution, des idées des Lumières, des philosophes des Lumières. Présidentiel car le président est le chef d'État et le chef de gouvernement. Il est élu au suffrage universel tous les 4 ans par un collège électoral, 538 grands électeurs, 435 représentants de la Chambre des représentants, 100 sénateurs et 3 électeurs du district de Columbia à Washington, la capitale. Il a d'importants pouvoirs de nomination de commandement en chef des armées. Il a un droit de veto, mais c'est suspensif, ça peut être outrepassé par un congrès à la majorité qualifiée, c'est-à-dire 213. Alors, les primaires pour investir le président et le vice-président, celui qui gère le Sénat. Pas que des présidentielles, on renouvelle en totalité la Chambre des représentants, une partie du Sénat, des gouverneurs, des maires ou des votations populaires. Hein. Quand on fait l'élection, on les fait venir, mais pas pour rien. En 1787, il n'y avait pas de parti, c'était aléatoire. Ça se passe en décembre, mais on se focalise surtout sur novembre, car les citoyens vont voter les grands électeurs. Hein. C'est un scrutin majoritaire à un tour, des listes et de grands électeurs, selon le nombre d'habitants. C'est recoupé tous les 10 ans. Les candidats vont faire campagne dans les swing states, les circonscriptions gagnables pour avoir le plus de grands électeurs, car le nombre de voix ne compte pas. Il faut avoir beaucoup de grands électeurs pour pouvoir faire quelque chose et pouvoir amener son champion au pouvoir. Le Super Tuesday, c'est élire des délégués pour ces candidats. 19 États, c'est énorme. Plus on avance dans la procédure, moins il y a de candidats dans les primaires. Hein. C'est l'effet filtre de café, ça s'écume. Le président peut être fort, mais il y a un système de balance des pouvoirs, comme je vous ai déjà dit. Le président peut pas proposer des lois, il doit passer par un député, il a le droit de veto, il peut nommer beaucoup d'éléments, mais le Sénat confirme ces nominations. Il y a un pouvoir de destitution par le Congrès, la question de la destitution est complexe, c'est un article large, un peu fourre-tout. Le premier article de la Constitution, c'est le Congrès. En raison du mode de scrutin, ça favorise un bipartisme plus ou moins hétérogène idéologiquement. Hein. Les autres partis sont marginales. Il y a 2 partis politiques clivés au départ sur la question de l'esclavage, des droits des Afro-Américains, le fédéralisme et sur la manière dans laquelle l'État doit intervenir. La question des moyens, parce que plus on intervient, plus ça coûte cher. Aux États-Unis, l'État est peu présent, mais il y a plus d'associations caritatives qu'en Europe. Tocqueville parlait de démocratie participative, associative, pardon. L'Obamacare a beaucoup polarisé, par exemple, parce qu'il a été traité de rouge, Obama. Hein, et une partie de son camp disait hey, « t'es trop à gauche ». Donc c'est tout le problème du clivage politique. Il faut une politique consensuelle. Il y a une évolution de la démocratie américaine. Le président devient de plus en plus fort. Tout au long du 19e siècle, on avait un gouvernement congressionnel. Le Congrès avait beaucoup de pouvoir et le parti était moins fort. Il y a un accroissement des pouvoirs du président, surtout dans des circonstances exceptionnelles. Roosevelt avec le New Deal, Bush après les années, après le 11 septembre. Et il y a Arthur Schlesinger parle de présidence impériale en 1973. Ça tombe dans le contexte du Watergate et des présidences de Nixon. Depuis 30 ans, les partis politiques se polarisent de plus en plus, ce qui rend difficile la gouvernance. Et enfin, on parle du shutdown, de conflit sur le budget, qui n'est pas voté. Donc on ne paye pas les fonctionnaires, ça arrive de plus en plus longtemps, parce qu'il y a un rapport de force dangereux, tout est lié à la popularité du président. Parce que si le président est populaire, on va le soutenir. S'il n'est pas populaire, on va le lâcher, mais s'il est populaire, il faut qu'on le soutienne, parce qu'autrement on passe pour des blaireaux devant ses électeurs.
Alors maintenant je vais vous parler du Canada, la patrie de Justin Trudeau. C'est un régime politique parlementaire à la britannique où la reine est chef de l'État, Elisabeth II est la chef de l'État canadien. Il y a un gouvernement et l'exécutif est lié au Premier ministre. Oui, parce que la reine elle ne sert qu'à faire joli. Comme la majorité des pays, le chef d'État il est là pour faire joli. Alors on a un Premier ministre, deux chambres, un État fédéraliste avec des provinces et des pouvoirs différents. Donc il y a des déséquilibres. Il y a une Cour suprême, une vie politique hétérogène avec des libéraux, des conservateurs, le bloc québécois, des Verts. Et Justin Trudeau n'a pas une grosse majorité, alors il doit faire des compromis. En effet, il y a beaucoup de difficultés au Canada parce que les provinces n'ont pas toutes les mêmes droits. Puis il y a les provinces anglophones, il y a les provinces francophones, il y a le Québec, il y a les indépendantistes québécois. Donc ça fait une vie politique un petit peu chargée. Et Justin Trudeau, il n'a pas une grosse majorité, donc gouvernement de coalition et on a plusieurs pièces. En conclusion, la démocratie en Amérique du Nord est beaucoup liée au rôle de la Constitution et au rôle des pouvoirs et de ces balances entre des pouvoirs dans des États fédérés avec pas une grande unité ou une grande centralisation comme certains États comme la France. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne, ça fait plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!